La loi initiale avait parlé de 10 janvier. C'était une date fixe. Mais la fête prenant de l'importance. Les gens quittent la Louisiane, le Brésil, Cuba, les Antilles, les Caraïbes, Haïti, un peu partout dans le monde viennent pour cette célébration-là. Mais ils n'ont qu'une seule journée pour pouvoir célébrer cette fête qui caractérise tout le monde entier. Cela est absolument insuffisant. Avoir la vision qui caractérise l'institutionnalisation de cette fête-là. Parce que lorsque vous dites la fête est pour tel jour, c'est terminé. Mais pour permettre aux Béninois, parce que les communautés vaudou ont fait également cette revendication de façon insistante et permanente pendant plusieurs années. Pour dire une seule journée, cela ne nous suffit pas. Or, le 10 janvier n'est pas un jour de vaudou. Ce n'est pas un jour caractéristique du vaudou. Cela a été décidé seulement ainsi. Et cela a été pratiqué pendant des années. Mais on a dit, pour que ceux qui vont célébrer cette fête-là puissent se retrouver réellement et avoir la possibilité de la célébrer sur plusieurs jours, il faut instituer une autre date. Et cette date-là n'est pas une date, c'est plutôt un jour. Oui. Cela peut donc intervenir sur n'importe quelle date. C'est pourquoi il a été préféré la date, ou du moins le jour, de deuxième vendredi du mois de janvier. Toujours pour rester dans les environs du 10 janvier. C'est ça. La preuve est que le vendredi, là, c'est le 10 janvier. Mais on a dit, au lieu de férier le jour d'après, comme c'est souvent le cas, il vaut mieux férier le jour qui précède. Donc le jeudi. Le jeudi qui précède ce vendredi-là est férié. Le vendredi, c'est le jour de la fête. Et puis, bon, on rentre dans le week-end qui initialement est déjà férié. Cela n'est pas un problème du tout. Voilà, donc, l'esprit, la vision qui a guidé le changement de la légifération. On ne saurait juger les syncrétistes, mais nous avons pensé profiter de cette période où nous célébrons nos religions endogènes pour avertir nos frères et sœurs dans la foi sur ce qu'il faut savoir du vaudou en réalité. Pas dans l'intention de dénigrer, mais d'expliquer. Et c'est donc pour que nous n'ayons pas des préjugés inutiles que nous avons pensé qu'il faut parler un peu du Fa. Le Fa est quand même une divinité. Je pourrais même dire que c'est le porte-flambeau des divinités. Ce n'est pas le Fa qu'on a assez aux autres divinités. Et c'est le Fa qui porte le lien entre l'individu et la divinité. Et quand vous ne le savez pas, vous prenez le Fa au-delà de la dimension scientifique comme quelque chose dont il faut se méfier. Et pourtant, au travers du Fa, celui qui a l'initiation et la maîtrise du Fa peut avoir contact avec la destinée d'un individu. Le Fa permet de le savoir. Et il n'est pas rare dans nos familles qu'il soit demandé que chaque enfant de la maison soit initié au Fa. Vous voyez? Et là, le chrétien qui se retrouve dans ce contexte, est-ce qu'il rejette, est-ce qu'il accepte? Notre avertissement, c'est pour dire simplement que, au-delà de tout, lorsque les yeux du Fa s'ouvrent sur votre futur, vous êtes exposé à des manipulations. Donc, le prêtre du Fa, qui maîtrise le Fa, lorsqu'il découvre votre tout à l'heure ou votre futur, quelle est la gestion qu'il en fait? On peut avertir donc le chrétien par rapport à cet aspect pour qu'il fasse attention lorsque il se retrouve dans le contexte où on lui demande de s'initier au Fa. Pareil un peu pour le vaudou. Le vaudou, par définition, pour faire court, est la manifestation du mystérieux. Et cela est soutenu par la question de la révélation. Pour que quelque chose nous paraisse mystérieux,
cela dépend de la manière dont ces choses se présentent à nous. Et lorsque, vous savez, toute religion est fondée sur la révélation. La spiritualité vaudou est profondément ancrée dans la question de la révélation. Pareil pour le christianisme aussi. Nous avons le Christ parce qu'il s'est révélé à nous. Cette diversité se retrouve au sein du christianisme. C'est que chacun l'intériorise à sa manière. Nous sommes plusieurs à l'église, mais nous n'avons pas toujours le même Christ. Quand le Christ se révèle à moi dans une situation de maladie ou se révèle à moi comme le guérisseur, je l'appelle Dieu le guérisseur. Mais quelqu'un peut se retrouver dans un autre contexte et il reçoit une certaine révélation du Christ. Et il adore selon la révélation qu'il a reçue. Et c'est pareil pour le vaudou aussi. Chacun adore ou vénère une certaine divinité parce qu'il a reçu une certaine révélation de cette divinité. Nous devons comprendre cela. Et c'est la révélation qui fonde notre spiritualité. Je pense que notre spiritualité fondée sur notre révélation doit donner des preuves. Et c'est au travers des preuves qu'on saura si une révélation est supérieure ou non. Nous avons en Afrique des défis. J'ai reçu la révélation d'une divinité, mais j'ai des problèmes d'ordre spirituel. Quelle est la solution que ma spiritualité fondée sur ma révélation apporte à mes défis d'ordre spirituel, etc. Et c'est à ce moment qu'on saura à quelle révélation s'accrocher. Le syncrétisme de certains se justifie. Ils sont dans le mélange parce que quand ils sont face à un problème, ils n'ont pas toujours les ressources à ce niveau pour relever. Et l'Africain est suffisamment accroché à sa vie pour qu'on lui dise, bon, reste ferme dans la région où tu te trouves, même s'il faut mourir. Alors qu'à côté, on est en train de lui proposer quelque chose de simple et il peut le faire pour se libérer. Je pense que nous devons élever le débat et ne plus simplement juger. Parce que celui-ci n'est pas de notre bord, il est diabolique, ou s'il est de notre bord, il est un ange. Non, nous devons apprécier les choses selon, la révélation que nous avons reçue et la manière dont la révélation nous secoue dans notre marche vers notre marche de la vie. Et je pense que c'est ce que nous apportons aux chrétiens. Pour que, ils cherchent à connaître les autres avant de les apprécier. 2, ils puissent voir l'impact que cela porte afin de savoir comment faire leur choix. Mais ne pas se soumettre au mélange syncrétiste obligatoirement, mais avoir un choix clair et assumé, selon que la révélation est accordée et la solution apportée à nos défis. L'opération de déguerpissement des occupants illégaux de la berge est de Cotonou ne sera plus de sitôt. Les différentes démarches menées par les élus locaux des zones concernées ont porté leurs fruits. Prévu pour démarrer le 6 janvier dernier, le ministre du Cadre de Vie, José Tonato, accorde encore un peu de temps. À Bokikodi, ce mercredi 8 janvier 2025, le chef quartier Abdul Razak Dele Dandjinou, en présence de plusieurs autres élus locaux, a apporté de façon officielle la bonne nouvelle à la population. Le ministre nous a reçus correctement. Vraiment, je suis content de lui. Et il a fait un comité qu'ensemble nous avons géré et sensibilisé les gens pour l'aménagement de la berge lagunaire. C'est que le travail sera fait. Mais il y a des propositions, nous on a fait au ministre. La berge est trop sale. On enseigne la berge comme ils ont fait derrière l'hôtel du lac. Le plan est là avant l'arrivée du président Talon. C'est au temps du président Kérékou que ce problème est là. Et c'est quelqu'un qui va venir faire ça un jour. Mais si vous-même vous avez trouvé le plan, c'est génial. Ça sera fait, Inch'Allah. Mais on va rester ensemble avec le ministre pour travailler. Nous sommes ici au quartier Agbator. Encore quelques temps, nous ne verrons plus ces belles constructions au bord de la berge. Après avoir levé un coin de voile sur les avantages de cette opération gouvernementale, le chef quartier d'Agbator, François Senou-Kakpo, prodigue de sages conseils aux occupants illégaux de la berge est de Cotonou. Du côté de Dantopa, vous constatez avec moi que c'est permanemment propre. Du côté de l'hôtel du lac, ce qui est tracé là comme voie, c'est sûr que c'est la même chose qui va continuer. Et après ces voies-là, il y aura des infrastructures hôtelières que les gens vont certainement nous donner dans nos quartiers, aux côtés de ces berges-là. Nous qui savons que nous sommes installés dans le lac, et là où on n'a pas le droit de s'installer, nous qui sommes là, de commencer par chercher là où rester. Il ne faudrait pas qu'on commence par arranger et qu'il y a des pleurs pour faire croire qu'on est en train de te faire du mal. Non, il faut commencer par chercher là où tu vas t'installer. En même temps, il faut commencer par enlever toi-même
Toi qui es installé, ni droit ni loi là, il faut commencer par chercher là où tu dois aller te recaser quand on va commencer l'aménagement de ces berges là. C'est clair, c'est net. Déguerpissement, il y aura dans les jours à venir, mais à en croire les élus locaux, de bonnes mesures seront prises pour soulager la peine des populations. On a fait un plaidoyer à l'endroit de la situation. Il est conscient et sur le champ, il a formé un comité qui est constitué des cadres du ministère et puis nous qui sommes les représentants de la communauté à Déguerpi. Il est sorti de là que les mesures sociales vont en découler. Donc, il n'y aura pas un déguerpissement brutal. La date n'est pas connue d'avance. Mais il y aura des réunions qu'il faut étudier, approfondir la situation. La population n'a pas tari de mots pour apprécier à sa juste valeur la nouvelle. On voit que notre président aime le luxe. Nous aimons également le luxe. On sait que ça va nous rapporter beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup de maisons qui sont bien construites. Certes, nous savons que c'est pour le bien du pays et pour le bien de tout le monde. Mais nous voulons également qu'on plaidoie en notre sein. La date est reportée par la grâce de Dieu. Ce n'est pas la force de quelqu'un. Ce qu'il voulait faire, c'est une bonne chose. Donc on ne peut pas refuser à un gouvernement qui ne veut pas travailler. Le gouvernement doit faire son travail. C'est à nous de faire un plan B pour nos programmes et pour pouvoir chercher là où on va rester. À rappeler que 7 quartiers sont concernés par cette opération de déguerpissement. Il s'agit d'Abokikodi, Dedopo, Pankpan, Midombo, Adoglita, Rlakome et Agbato. Le prochain président de la République doit être un Béninois de père et de mère, puissant, famille, origine béninoise. Le patronyme doit être d'origine béninoise. On doit prouver que l'ADN, son ADN serait pur sang béninois qui circule dans ses veines. Je souhaite ardemment que le prochain chef de l'État ait le profil, l'esprit de feu Félix Houphouët-Boigny, qui a toujours dit le dialogue est prôné, le dialogue pour tout projet en Côte d'Ivoire où j'étais. Un président qui a de l'empathie, c'est-à-dire la faculté d'écouter. La magie de la réussite d'un pays, d'une entreprise, c'est d'écouter ses collaborateurs. Et les collaborateurs d'un président de la République, c'est tout le peuple. Même le mendiant. Même le mendiant, le fou, fait partie de la population. Car quelqu'un qui est malade, qui est surmené aujourd'hui, peut être un bon travailleur demain. Le Bénin, les Béninois ont trop de problèmes. Il y a trop de souffrance au Bénin. Je suis béninois et on vit ça au quotidien. Si il faut un nouveau président pour le Bénin, cette personnalité doit avoir des qualités. D'abord, premièrement, il doit cultiver, il doit avoir quelqu'un qui a l'amour du peuple, l'amour de la patrie. Il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu, il doit avoir peur de Dieu. Non violent, parce que aucun problème ne se règle dans la violence. Il doit éliminer la méchanceté. Mais un pays où il n'y a pas la paix du cœur, le président ne peut pas gérer. Mais quand toute la nation sera réunie, alors là, les problèmes seront tranchés. Ce ne serait pas une conférence qui sera organisée en quelques jours. Non. On peut mettre 3 mois. Décortiquer chaque problème en profondeur et éradiquer une fois pour de bon. Et là, le Bénin repartira sur de nouvelles bases. La seule chose que nous demandons au prochain président,
c'est d'avoir la faculté, surtout les gens, d'écouter son peuple, c'est tout. S'il écoutera son peuple, les choses allaient changer. Nous parlons de la cherté de la vie. Il fallait que les textes à l'entrée soient un peu plus diminués. Nous voyons les émigrants comment ils souffrent. On les traque partout. Donc celui-là doit être quelqu'un qui intègre, qui doit se donner et chercher des solutions aux problèmes. Les gens ont besoin des solutions. Les problèmes sont énormes. Chaque jour, il y a des problèmes dans les hôpitaux, dans les maisons, donc, dans les marchés. Donc c'est des solutions, c'est les solutions. C'est les solutions qu'on veut. Lors de ses vœux au corps diplomatique, le président ivoirien Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a déclaré être en bonne santé et prêt à continuer de servir son pays. Cependant, il n'a pas encore décidé s'il se portera candidat pour l'élection présidentielle prévue en octobre. Malgré cette incertitude, son parti continue de l'encourager fortement à se présenter, le qualifiant de candidat naturel. En 2020, Ouattara avait déjà envisagé de quitter la politique, mais la mort de son successeur désigné l'avait conduit à briguer un troisième mandat. Parallèlement, d'autres figures politiques se préparent pour cette élection cruciale. L'ancien président Laurent Gbagbo, malgré une inéligibilité pour raisons judiciaires, a été investi par son mouvement. Simone Gbagbo, son ex-épouse, et Pascal Affi N'Guessan, ancien Premier ministre, sont également en lice. Du côté de l'opposition traditionnelle, le Parti démocratique hésite encore entre plusieurs candidats potentiels, dont Tidjane Thiam. Le mot d'ordre de défiance envers la transition militaire lancé par les forces vives ne convainc pas toute l'opposition. Le premier responsable du mouvement populaire démocratique de Guinée, Siaka Barry, plaide quant à lui pour l'ouverture d'un dialogue inclusif. Les forces vives qui disent ne pas reconnaître la junte à l'issue de la période de transition de 2 ans qui arrivait à échéance le 31 décembre, nous comprenons cette position-là. Bien que dans les faits, nous savons que la junte est là, elle est à la manette, elle est au pouvoir. Et nous ne souscrivons pas à la même démarche ni à la même stratégie des forces vives qui consiste à organiser des manifestations de rue, à faire sortir les populations dans la rue pour réclamer le départ de la junte de cette façon. Non. Pour Siaka Barry, la CEDEAO porte une part de responsabilité dans la prolongation de la transition en Guinée. Le programme élaboré avec les autorités militaires aurait dû aboutir le 31 décembre dernier à un chronogramme électoral clair permettant de baliser le retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, que rien n'a été fait. La CEDEAO est muette, elle est sourde, elle est aveugle. Nous ne la voyons pas. Voilà pourquoi nous demandons au reste de la communauté internationale de prendre son bâton de pèlerin, de venir à la porte de tous les autres acteurs pour que nous nous asseyions pour redéfinir cette fois-ci de façon inclusive le reste de la transition. Pendant ce temps, dans le pays, les voix dissidentes continuent d'être réprimées. C'est le cas notamment de l'opposant Aliouba, président du mouvement démocratique libéral. Aujourd'hui, la liberté d'expression est devenue une denrée rare dans notre pays. On ne s'exprime plus librement. Comme le disait l'autre, certainement on nous garantit la liberté d'expression, mais on ne nous garantit pas la liberté après l'expression. Et Aliouba est victime aujourd'hui de cela. L'organisation d'un référendum en vue de préparer les élections annoncées par le chef de la transition Mamadi Doumbouya laisse l'opposition perplexe. Au Mozambique, Venancio Mondlane, principal leader de l'opposition, est rentré d'exil ce jeudi. Accueilli par une foule de partisans, il affirme toujours rejeter les résultats contestés de l'élection d'octobre dernier. Un autre objectif que je n'ai pas mentionné auparavant est extrêmement important à mes yeux. Je veux être un élément actif dans les bons et les mauvais moments en tant qu'individu historique, actif, disponible pour présenter mes idées et débattre des agendas,
de développement de ce pays. Je tiens à le faire ici, dans mon pays. Premièrement, je ne suis pas disposé à accepter les résultats des élections s'ils sont identiques à ceux annoncés jusqu'à présent. Deuxièmement, le seul rôle que je suis prêt à assumer est celui que j'ai toujours voulu assumer, à savoir défendre ce peuple, se battre pour ce peuple, pour la vérité, pour la justice et dans le respect des valeurs. Mondlane a fui le pays en raison des troubles qui ont éclaté après les élections et qui ont fait une centaine de morts. Les émeutes se sont intensifiées après la validation des résultats confirmant la victoire de Daniel Chapo, candidat du Frélimo. Le stade du 5 juillet sera le théâtre d'une confrontation décisive ce vendredi à Alger. Le MC Alger, deuxième du groupe A avec 5 points, reçoit le club congolais TP Mazembe dans un duel crucial pour la qualification au quart de finale de la Ligue des champions africaine. La priorité est de préparer au mieux notre équipe sur tous les plans. Nous savons que la concurrence sera rude. Nous avons besoin de 3 points pour asseoir notre position dans le championnat, axer notre stratégie. Nos plans doivent être clairs. Je pense que nos joueurs sont dans de bonnes circonstances, des conditions favorables. Ce que je sais concernant ces matchs, c'est que nous, en tant que Mouloudia Club d'Alger, précisément dans ces circonstances, nous devons gagner plus de points. Plus de 40 000 billets sont déjà en vente pour ce match qui promet une ambiance électrique. Face aux Algérois, le tout-puissant Mazembe traverse une période difficile avec seulement 2 points en compteur. Les Congolais n'ont plus le droit à l'erreur. Content d'être là. Match difficile, forcément, parce que les équipes cherchent la même chose. Même si nous, on a encore une petite chance, je dirais une petite chance, parce qu'on ne sait jamais, le football reste le football. On jouera cette chance-là à fond. On n'est pas venu ici pour nous promener, on est venu pour faire un bon match. Rendez-vous ce vendredi à 20h pour le coup d'envoi donné par l'arbitre sud-africain Tom Abongile. C'est un militaire sans expérience politique qui est aujourd'hui à la tête du Liban. Le chef de l'armée libanaise Joseph Aoun a été élu président du pays ce jeudi après plus de 2 ans de blocage. La session de vote était la 13e tentative de l'Assemblée législative d'élire un successeur à Michel Aoun dont le mandat s'est achevé en octobre 2022. En raison des changements régionaux rapides, nous avons une occasion historique d'entamer un dialogue sérieux et équitable avec l'État syrien dans le but d'aborder toutes les questions en suspens entre nous. En particulier la question du respect de la souveraineté et de l'indépendance des 2 pays, du contrôle des frontières dans les 2 sens et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'un ou l'autre pays. Le vote a eu lieu quelques semaines après qu'un accord de cessez-le-feu ait mis fin à un conflit de 14 mois entre Israël et le groupe militant libanais Hezbollah. Joseph Aoun, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien président, était largement considéré comme le candidat préféré des États-Unis et de l'Arabie saoudite. L'Amérique a rendu à Jimmy Carter les hommages dignes de son rang. À la cathédrale de Washington, le défunt président a reçu les funérailles nationales en présence de nombreux dignitaires étrangers, notamment le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Tous les présidents actuels et anciens encore en vie ont également assisté à la cérémonie, y compris le président élu Donald Trump. Le futur président des États-Unis installé au 2e rang aux côtés des couples Hillary et Bill Clinton, Laura et George W. Bush, ainsi que Barack Obama. Moment rare entre les présidents Obama et Trump, juste avant le début de la cérémonie et l'émouvante homélie de Joe Biden. L'actuel président américain a souligné l'amitié profonde qu'il partageait avec Jimmy Carter depuis près de 6 décennies, tout en relevant le caractère et les principes inébranlables de l'homme
ses réalisations qu'il a jugées parfois sous-estimées. Beaucoup pensent qu'il appartenait à une époque révolue, mais en réalité, il voyait loin dans l'avenir. Un baptiste blanc du Sud qui a œuvré pour les droits civiques, un vétéran décoré de la marine qui a négocié la paix, un brillant ingénieur nucléaire qui a mené la lutte contre la prolifération nucléaire, un agriculteur travailleur qui a défendu la conservation et les énergies propres, et un président qui a redéfini la relation avec un vice-président. Joe Biden a conclu son discours sur une note personnelle, le grand vide qu'il éprouve face à l'absence de Carter. Jimmy Carter, décédé à l'âge de 100 ans le 29 décembre dernier, embarque pour Plains en Géorgie, où il aura droit à des funérailles privées avec amis et famille, avant d'être enterré auprès de son épouse Rosaline. Ainsi, le 39e président des États-Unis quitte à jamais Washington pour le repos éternel. Naomi Osaka sera-t-elle prête pour disputer l'Open d'Australie du 12 au 26 janvier prochain? L'ancienne numéro 1 mondiale n'a pas encore retrouvé la forme. La japonaise avait été contrainte d'abandonner après s'être blessée à l'abdomen dès le premier set de la finale du WTA d'Auckland dimanche dernier. Double championne en 2019 et 2021 de l'Open d'Australie, la désormais 50e mondiale avait repris contact avec le circuit professionnel en 2024 à Brisbane. Pour la deuxième année consécutive, Osaka affrontera la Française Caroline Garcia au premier tour de l'Open d'Australie. L'année dernière, elle s'était inclinée dès son entrée en lice dans le majeur australien. La quadruple vainqueur en Grand Chelem s'apprête à disputer son 9e Open d'Australie. Le gouvernement britannique imposera des sanctions aux passeurs qui alimentent la traversée de la Manche par les migrants dans des embarcations précaires. Jeudi, le Premier ministre Keir Starmer s'est voulu déterminé dans sa tentative de mettre fin à l'immigration clandestine vers le Royaume-Uni. Je suis absolument déterminé à faire en sorte que les personnes qui traversent la Manche à bord de petites embarcations cessent de le faire. En plus de tous les autres travaux que nous avons menés jusqu'ici, nous introduisons aujourd'hui un régime de sanctions qui est très similaire au pouvoir que nous avons utilisé contre les terroristes et qui nous permet de saisir leurs biens, de les empêcher de voyager et de les mettre hors d'état de nuire. Il s'agit donc d'une étape très importante. C'est une première mondiale. Personne n'a jamais fait cela auparavant. Keir Starmer a annoncé que les interdictions de voyager et les gels d'avoirs viseront les réseaux financiers illicites permettant aux passeurs de transporter des personnes vulnérables. Le gouvernement affirme que les nouveaux pouvoirs de sanction qui nécessitent l'approbation du Parlement entreront en vigueur d'ici un an.